Finta. Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Sur le chemin des pionnières, je me suis invitée aujourd'hui chez l'une des plus grands chefs aveyronnais. Depuis 30 ans, son nom et son restaurant n'ont pas quitté le guide Michelin, qui ne compte qu'une quinzaine de femmes parmi ses étoilées. Dans le village de Belcastel, qu'il a vu grandir, mon invité a perpétué la tradition familiale en reprenant l'auberge que tenait sa grand-mère, puis sa mère avant elle, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Rejointe par sa sœur Michèle, en 87, elle décroche son étoile en 91. Derrière ses lunettes rondes, qui ne sont pas sans rappeler deux autres chefs aveyronnais, son sourire semble familier, comme l'impression de la connaître depuis toujours. Preuve qu'elle est, en Aveyron, une personnalité incontournable, à jamais la première étoilée et encore unique du département. Bonjour, Nicole Fauche-Galtier. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre restaurant. Avec plaisir. Donc la première question, je vais vous la formuler à la manière d'Annick Cogent, donc dans Le Monde, qui commence toutes ses interviews par cette question. Je ne serais pas arrivée là si... Je n'avais pas été aussi accrochée à ce village de Belcastel. J'adore ce village et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir cuisinière, parce que je ne voulais pas quitter cette famille, ce restaurant et ce village où je suis née et que j'adore. Vous arrivez à mettre des mots sur cet enracinement, finalement ? Mais je pense que voilà, le problème est l'enracinement, c'est-à-dire qu'avant moi, il y a eu plusieurs générations et je crois que les racines sont profondes et ce n'est peut-être pas le fait du hasard si ma mère, mon grand-père, l'arrière-grand-père ont tous souhaité rester ici. Donc moi c'est pareil et je crois que j'ai transmis le virus un peu à mon fils aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas Belcastel, est-ce que vous pouvez le raconter, peut-être le décrire avec vos yeux ? Alors pour moi Belcastel c'est un village de poupées, avec une rivière qui le traverse au milieu, enfin, qui traverse le village. Alors, pour nous particulièrement, la rive droite, ça a toujours été notre maison, le restaurant. Et sur la rive gauche, il y avait la partie agricole jusqu'à mes parents, où nous avions la grange, les tables, tout ça. Enfin, tous les animaux étaient là-bas. Et donc, le pont de Belcastel a toujours été pour nous un trait d'union entre ces deux univers, si on peut dire. Et j'aime cet environnement bucolique, beaucoup de verdure, la rivière qui a toujours été notre terrain de jeu, les calades qui montent vers le château que j'ai parcouru toute ma vie, le château en ruine que j'ai connu dans mon enfance quand j'allais à l'école à Belcastel. Pour moi, Belcastel, c'est ma vie. Vous le disiez, vous venez de l'évoquer, ce restaurant, c'est d'abord l'histoire de votre famille et une histoire de femme. C'est une auberge que votre grand-mère Maria avait créée. C'est ça, tout à fait. Ma grand-mère Maria était née à Colombiès et donc est venue se marier avec mon grand-père. Et donc, elle avait fait en son temps ce qu'on appelait les cours ménagers. C'était dans les années 20 à Colombiès, où on apprenait aux jeunes filles à devenir de bonnes cuisinières, de bonnes maîtresses de maison. C'est vrai que j'ai encore son cahier avec les recettes que moi-même j'ai pu apprendre après à l'école hôtelière. Donc ma grand-mère était une très bonne cuisinière naturellement, mais en plus elle avait appris donc là encore plus quoi, les bases de la cuisine. C'est surtout à leur époque que le restaurant s'est un peu développé parce que les gens venaient après les moissons, après les travaux des champs, pour manger les fritures de goujon. Et elle était particulièrement douée pour y réussir, quoi. Voilà. C'est des choses qu'elle a transmises après à ma mère. Mais comment elle en vient à créer ce restaurant ? Elle le reprend ou elle le crée de toutes pièces ? Je pense que, si vous voulez, il faut se remettre dans le contexte. C'était donc dans les années 20, à peu près, certainement, où elle est venue ici. Je pense que, si vous voulez, les gens n'allaient pas vraiment au restaurant. C'était la rencontre après la sortie de la messe, le dimanche où on joue aux cartes l'après-midi.
Voilà. Et petit à petit, les gens ont demandé certainement à manger. Et voilà, comme elle savait faire la cuisine, c'était avec plaisir qu'elle le faisait. C'était aussi les repas de famille, comme les mariages. Voilà, on allait au restaurant. Le C'était restaurant plus du simple qu'à la village. maison. Voilà. D'accord. Et votre grand-père, à ce moment-là, était agriculteur? Ah, il était agriculteur, oui. Puis encore un peu, c'était les années 20-30. Voilà, lui, il avait fait la guerre 14-18. Donc, il avait été blessé à la guerre de 14-18 et on lui avait proposé une place de facteur, qui était une bonne chose pour lui à l'époque, mais qu'il avait refusé parce qu'il préférait reprendre, même avec son handicap, la ferme familiale. Donc, je pense que chacun a son époque et ses problèmes, mais je crois que il était comme moi, accroché à ce village et il tenait à s'occuper de cette ferme, qui était une toute petite exploitation. Nous avions 15 hectares, 7 vaches, voilà, mais pour lui, c'était sa vie. Et jusqu'à son dernier jour, je l'ai vu couper les ronces et nettoyer les travers, parce qu'ici, il n'y a que des travers, quoi. Et donc, après, c'est votre maman qui reprend le Voilà, restaurant? alors ma maman, pareil. Alors ma maman était une très bonne élève. Elle est allée à l'école à Belcastel. Et son institutrice aurait voulu qu'elle devienne institutrice à son tour. Mais donc, il fallait aller à Rodez, à l'école normale, ou je ne sais pas, le cursus qu'il fallait suivre. C'était hors de question pour elle, quitter ses parents, ce n'était pas possible. Et donc, elle a décidé de rester là aussi à s'occuper de la ferme et à aider ma grand-mère à la cuisine. Voilà. Quel souvenir d'enfant vous avez, vous, dans le restaurant, dans les cuisines? Ben, moi, je revois toujours ma mère et ma grand-mère en train de faire manger parce que, si vous voulez, un restaurant de campagne à cette époque-là, c'était toujours ouvert. Dès que les gens voulaient boire ou manger, il y avait quelque chose. Donc, ma mère et ma grand-mère m'ont vraiment appris qu'il fallait arriver à faire de la cuisine avec 3 fois rien. Donc, et toujours accueillir avec bienveillance, chose qu'on a toujours gardée chez nous. Savoir qu'un client, eh bien, c'est quelqu'un d'important et qu'on doit lui donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Et donc, suivant les générations, c'était pas la même chose accueillir quelqu'un, un maçon qui le matin voulait un petit déjeuner ou rentrer tard le soir et voulait avoir quelque chose avant d'aller au lit, que maintenant quelqu'un qui vient pour passer 3 heures à table et découvrir des nouvelles saveurs. Voilà. Mais bon, je crois qu'à quelque part, la bienveillance, vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, c'est quelque chose que nous avons en commun toutes les 3. Ma grand-mère, ma mère et moi-même. C'est ce que vous dites souvent, c'est qu'on ne peut pas faire ce métier et ne pas être généreux. C'est la base du métier. Ça, la générosité, c'est la base. C'est la base. Notre papa était comme ça aussi. Lui, c'était quelqu'un qui s'occupait plutôt aussi de la ferme, mais il adorait aussi ce milieu. Et notre restaurant était le rendez-vous des pêcheurs, des chasseurs. C'était toujours l'occasion autour de la table de la cuisine à l'époque de refaire les parties de chasse ou de pêche. Et il était le premier à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme tous les gens qui passaient. Il y a un moment à votre adolescence où vous avez un petit déclic. Vous pensez que ce village, vous ne le quitterez pas non plus et vous allez reprendre le restaurant. Alors, moi, j'ai toujours aidé comme ma sœur, parce que ma sœur est très importante aussi dans ma vie, puisqu'on a toujours travaillé ensemble. Enfin, elle a un autre parcours. Mais si vous voulez, quand tu as 15 ans, il faut prendre une direction. J'aurais pu continuer naturellement, faire un bac général. Mais pour moi, c'était une évidence de revenir ici à Belcastel. Je me dis, pourquoi aller faire un bac général pour après... autant aller directement vers l'école hôtelière. J'avais été habituée toute petite, donc avec ma sœur, à travailler dans l'entreprise, aider nos parents. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'à l'époque, ma sœur était plutôt aux côtés de ma mère à la cuisine, et moi, je servais. Mais à l'école hôtelière, j'ai souhaité apprendre vraiment la cuisine parce que je savais que le restaurant ne tournerait que si c'était moi qui étais en cuisine. Je ne pouvais pas imaginer qu'on aurait un jour une étoile Michelin, et puis je ne savais même pas si le Michelin existait quand j'avais 15 ans. Je savais qu'il fallait savoir faire la cuisine pour pouvoir rester là. Si je faisais que le service, qui aurait fait la cuisine? Ma mère ne serait pas éternelle, donc ça ne pouvait pas continuer. Donc j'ai choisi la partie difficile parce que je n'avais pas d'aptitude en cuisine, mais vraiment pas. Mes 2 années à l'école hôtelière de Souillac étaient très dures. Mais bon, je crois que j'ai appris à me battre déjà dès ce moment-là, ne pas abandonner. Et voilà. Ça veut dire quoi, ne pas avoir d'inaptitude? C'est quelque chose que vous dites souvent dans vos interviews? Oui. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas douée de mes mains. Je suis maladroite. Quand à 7 ou 8 ans, ma sœur apprenait à coudre ou à tricoter avec ma grand-mère,
Ben moi, c'était une catastrophe. J'avais des gants de boxe. Et toute la gestuelle qu'on peut apprendre à l'école, ça a été un calvaire. J'étais vraiment maladroite. Voilà, quand j'étais petite, on me disait que j'étais maladroite, donc ça vous cadre déjà. Si on vous met, On y croit. on y croit, vous êtes maladroite. Ça va mieux? Mais oui, parce que il faut faire preuve de volonté et on y arrive. Puis il faut savoir que la cuisine, c'est pas seulement savoir émincer ou ciseler, c'est aussi le goût. Et là, je crois que c'est mon point fort. J'ai du goût. C'est Et une c'est ce sacrée qui m'a. aptitude, ça. Oui. Après, toute cette gestuelle qui est primaire, si on va dire, dans notre métier. C'est vrai que si vous savez pas émincer rapidement, ciseler, ça va être difficile d'avancer. Mais voilà, pendant ces 2 ans d'apprentissage, on peut dire, à l'école hôtelière, c'est des choses que je suis arrivée à acquérir sans problème. Je faisais preuve de beaucoup de sérieux et je voulais y arriver. Donc, voilà. Mais je crois que ces 2 années ont été primordiales, élémentaires et ont marqué toute ma vie après, parce que j'ai appris là qu'on ne devait pas abandonner même dans la difficulté. Parce que pour moi, comme pour ma mère en son temps, qui n'a jamais voulu aller à l'école à Rodez pour être institutrice sur ça et rester avec ses parents, moi, si j'avais choisi la facilité, je serais bien restée avec ma maman là. Je n'aurais même pas été en pension à Souillac, quoi. Enfin, c'était déjà une épreuve. Mais ça. il l'a fallu, finalement, cette étape. Ben oui, il a fallu. Et puis après, j'ai continué par 2 ans à Toulouse, en plus, à l'école hôtelière, où bon, là, j'avais déjà bien évolué. Mais vous l'aimez, la cuisine, quand même? C'était pas qu'un parcours du combattant, il y avait quelque chose qui vous tenait pour la cuisine, au-delà du village et de l'envie de retourner au village? À ce moment-là, je peux vous assurer que c'était toujours l'envie de revenir ici. Et depuis, vous avez développé... Alors après, une fois que j'ai été à l'école hôtelière, quand même, je me suis aperçue que j'étais vraiment dans mon milieu. Parce que même si je n'avais pas eu cet objectif de revenir ici, j'aimais tout le milieu de la salle, enfin de la partie restaurant, si vous voulez, tout ce qui concernait l'accueil. À l'école, quand même, on nous a fait voir aussi le bon côté du métier, une table bien mise, une nappe bien repassée, des jolis bouquets de fleurs, de la belle vaisselle. Tout ça, j'adorais. J'adorais aussi la sommellerie. On a eu, bon, moi, j'ai pas approfondi dans ce sens, mais j'aurais vraiment approfondi avec plaisir. J'adorais ça. J'aimais aussi la partie hôtellerie qu'on a connue plus à Toulouse, où tenir un hôtel vraiment que l'hôtel pur, ça m'aurait plu aussi. Enfin, j'ai vraiment découvert un univers qui était fait pour moi. Voilà, vraiment, j'ai appris, si vous voulez, quand j'étais à l'école hôtelière, que je ne m'étais pas trompée et que c'était vraiment le métier qui m'intéressait. Ce métier de l'accueil, ce métier où on a envie de faire plaisir aux autres, que tout soit beau, tout ça, c'était vraiment fait pour moi. Et donc, assez rapidement, finalement, il y a l'année 86 où vous gagnez le... Alors, je dirais que d'abord, il y a eu l'année 83 où j'ai repris le restaurant. Oui. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, mais mes parents avaient 60 ans et donc tenaient à prendre leur retraite. Donc, ils avaient 60 ans, ils étaient encore en âge de m'aider un petit peu, de me soutenir. Donc, très jeune, et sans savoir où j'allais, mais j'avais ce que je voulais. Je travaillais à Belcastelle avec ma maman, tout allait bien. Mais bon, et je m'entendais très bien avec elle, elle me laissait faire ce que je voulais apporter, elle me laissait faire. Donc, petit à petit, j'ai apporté un changement à la cuisine, si on peut dire. C'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre aussi de Michel Brasse, parce que mon père faisait le jardin. Puis un jour, il m'a dit, écoute, moi, je ne veux plus faire le jardin. Pour les légumes, il faudra aller au marché. Donc, je suis allée au marché à Rodez. Michel Brasse y allait déjà, lui. Et donc, comme il fallait aller très tôt le matin, on a fini par se rencontrer. On buvait souvent le café ensemble le matin. Il m'a conseillé de faire un concours qui s'appelait le meilleur jeune cuisinier créatif Midi-Pyrénées. C'était en 84, je crois, ou 85, par là. J'y ai participé avec Philippe Caralbe du Méjane à Espalion. Et, il nous a coachés un petit peu pour ce concours et qu'on a remporté tous les deux. Et ça a été un peu un tremplin pour moi. Je me suis dit, ouais, c'est super ces concours. Ça m'a permis de sortir de ma cuisine, de m'entraîner sur une recette, d'arriver à faire quelque chose à la perfection, tout ça. Et donc, c'est comme ça. Et durant l'hiver 85-86, où on a décidé de faire des travaux, parce que le restaurant tel qu'il était ne me convenait pas, j'ai dit, je ne vais pas me mettre à faire de la maçonnerie, donc je me suis inscrite à ce championnat de France du dessert. Bon, il fallait d'abord envoyer une recette,
Donc, j'ai été sélectionnée sur la recette. Après, j'ai été à la demi-finale à Toulouse, où j'ai gagné. Et donc, j'ai été à la finale, à Marseille, avec vraiment des cadors de la pâtisserie. Et je me suis dit, le matin, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, quoi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas à la hauteur de ces gens-là qui travaillaient au Negresco, enfin, dans des étoilés Michelin, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai cru que j'allais repartir. Bon, mais enfin, j'y étais, j'ai dit, j'y vais. Encore une fois, il faut se motiver et se dire, tant pis. Et puis, c'est pas la honte. Si je perds, c'est pas pareil. Et puis, finalement, ce jour-là, j'ai présenté un dessert. Enfin, je le savais à l'avance, c'est le dessert que j'allais présenter. C'était... Le sujet était vraiment un dessert pour la restauration, de préférence qui peut être servi à l'assiette et si possible chaud et d'un faible prix de revient. Je répondais bien à tous ces critères et j'ai gagné. C'était quoi, le dessert? C'était les pommes en aumônière, donc qui était un dessert chaud, pas cher, ça c'est sûr, et qui était vraiment un dessert de restaurant, parce que jusqu'à présent, dans les restaurants de haut niveau, il y avait des chariots de pâtisserie avec des gâteaux. Et il y avait une tendance à évoluer vers le dessert à l'assiette dans ce milieu des années 80. Et mes concurrents ont présenté des gâteaux, eux. Donc j'étais la seule à avoir présenté. Il y avait une certaine émotion qui ressortait de ce dessert, qui était très simple, mais qui a séduit le jury parce qu'il était différent des autres, qu'il était goûteux. Les autres étaient plus dans comment on appelle ça, dans la technique. Mm-hmm. Toute ma vie, ça a été quelque chose qui m'a manqué, cette technique, puisque de toute façon, je ne suis pas très douée de mes mains, et ça, je l'ai déjà dit. Et par contre, j'ai toujours compensé par le côté peut-être goûteux, des choses qui ont du goût, qui peuvent faire passer certaines émotions. Voilà. L'émotion, on ne peut pas la faire passer par la technique. Il faut avoir de la technique, parce que sans ça, on ne peut pas progresser. Mais c'est sûr que j'en ai moins que beaucoup de mes collègues. Donc ça, c'était en 86. Voilà, c'est ça. Donc j'ai remporté le concours. Alors ça a été énorme, parce que évidemment, c'est la presse nationale qui en a parlé, la presse régionale aussi, et tout le monde a accouru. Moi, le restaurant a pu réouvrir en mai suite à la fin des travaux, donc c'était une autre salle. On avait mis de la moquette, ça tranchait ici, dans ce village qui était encore un peu rural, où les gens, l'année précédente, étaient habitués encore à se rassembler autour de la table de la cuisine avec mon père et tout ça. Là, c'était un changement radical. Et ça a été vraiment une aubaine pour moi de remporter ce concours. Voilà. Si bien que votre sœur, Michel, vous rejoint. Donc, du coup, j'étais débordée. Ma sœur, qui, elle, avait choisi de faire une fac de droit, qui travaillait dans un bureau à Rodez, mais qui m'aidait toujours un peu le dimanche, elle me dit, je suis obligée d'arrêter. Enfin, je dis, je préfère que tu arrêtes aussi, parce que je ne m'en sors pas toute seule. Elle était celle qui me connaissait le mieux, on s'entendait, c'est toujours bien entendu. C'est elle qui, le samedi et dimanche, passait les commandes de vin, des choses comme ça. Enfin, ça ne pouvait pas durer comme ça. Et donc, elle a choisi, en 87, de vraiment venir me rejoindre au restaurant. Et donc, 4 ans après, 91, vous décrochez l'étoile au Michelin. Donc là, vous propulsez le restaurant dans une autre dimension par rapport à ce qu'il était. Parce qu'on travaillait dans ce sens-là. On se disait, ça serait bien si un jour on pouvait avoir l'étoile au Michelin, mais on ne pensait pas qu'elle arrive si vite. Et j'ai su quelques années après que c'était vraiment le directeur du guide du Michelin, M. Negelin, qui était venu manger et qui avait trouvé que, on correspondait à ce qu'ils attendaient à cette époque-là. Et visiblement, ils attendent toujours la même chose. Ils encore. Oui, vous fêtez les 30 ans cette année. Après, je veux dire, si elle disparaît, elle disparaîtra. Je veux dire, maintenant, j'ai l'impression d'avoir accompli ma page Belcastel. Comment on concilie une étoile au Michelin qui va avec quand même un certain cahier d'exigence? Vous êtes regardé de près parce que cette étoile, vous la conservez d'année en année, et l'authenticité, le terroir qui ont fait l'origine de ce restaurant. Votre grand-mère et votre maman étaient plutôt dans une cuisine campagnarde, généreuse, et là, le Michelin donne une toute autre image. Alors, comment vous conciliez-vous vos deux? Je pense qu'il n'y a qu'une cuisine, c'est la bonne. Que vous fassiez une cuisine de campagne, une cuisine de maison ou une cuisine 3 étoiles, il faut que ce soit bon, que ce soit... En plus, dans un établissement étoilé, il faut que ce soit joli quand même. Mais la priorité, c'est une cuisine qui a du goût, qui donne envie de revenir, qui satisfait le palais. Donc ça, je pense que ce soit la cuisine de ma grand-mère ou celle qu'on fait actuellement, c'est la même chose. Il faut arriver à satisfaire les clients. Et après, on a une cuisine, je n'ai jamais oublié que l'important, c'était les produits. C'est la priorité dans une cuisine. Si vous avez les bons produits, ça sera toujours bon.
c'est la priorité. Ça, je suis toujours à la recherche de ce qui peut se faire de mieux dans l'Aveyron. Et je trouve que c'est normal d'être une vitrine en plus pour ces produits. Donc tout ce qui est fromage, tout ce qui est viande, parce qu'on est dans un pays d'élevage par excellence, que ce soit l'agneau à laiton, que ce soit le bœuf fermier au bras, que ce soit le veau de l'Aveyron et du Ségala, des volailles. Je veux dire, on est servi sur un plateau dans l'Aveyron. Au niveau du marché de Rodez, de tous les gens qui se sont installés ces dernières années en bio et qui nous servent de super légumes. Mais comment vous ne voulez pas arriver à faire de la bonne cuisine? Enfin, je veux dire, c'est rien que de voir les produits, vous avez envie de travailler. Ça, il y a eu 30 ans de cheminement pour que j'en arrive là aussi. Enfin, parce que il y a 30 ans en arrière, c'était pas toujours facile de sortir une recette. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'au fil du temps, j'ai acquis comme une sorte de catalogue dans ma tête où j'arrive à assembler plus facilement les choses aussi. Un peu comme la cuisine, je compare souvent, si vous voulez, à la musique. Il faut bien connaître le solfège avant de pouvoir composer, voilà. Et là, c'est pareil, il faut quand même bien maîtriser les bases de la cuisine, les différents goûts, avoir une sorte de catalogue dans la tête des odeurs, des saveurs, pour après pouvoir les assembler. Justement, vous dites que vous restez toujours en éveil pour vous inspirer pour votre cuisine, que les lectures, vos balades, les jardins que vous voyez. Ouais, et les saisons. Et les saisons. Les saisons, alors ça aussi, c'est quelque chose qui a un lien avec l'enfance et que je tiens de ma maman, je crois particulièrement. Les saisons, pour nous, c'est ce qui nous fait vivre. Enfin, je ne voudrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de saison. Je veux dire, chaque saison a sa propre aventure. Ça, c'est magnifique. Et c'est ce qui fait avancer la cuisine aussi. Parce que je prends n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, on peut en avoir plus ou moins toute l'année. Mais c'est la garniture, l'accompagnement qui va faire un plat complètement différent suivant que vous êtes au printemps ou en hiver. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça magique. Les produits sont bons dans leur saison. Et c'est ça qui est important pour faire de la bonne cuisine. Là, tout ce que vous dites, Nicole, ça touche à votre sensibilité. Vous avez eu à vous exprimer sur la sensibilité que vous avez réussi à imposer comme femme dans la cuisine ou parfois ça a été difficile dans votre parcours. Comment vous expliquez qu'il y a encore si peu de femmes chefs et encore plus chefs étoilés? Je disais en introduction, vous êtes une quinzaine, alors même que la cuisine, jusqu'à encore très récemment, était plutôt réservée à la femme dans le milieu domestique en tout cas. Alors, dans le milieu domestique, je pense qu'elle est souvent réservée encore à la femme, sauf pour faire le barbecue. Bon, c'est pas grave, enfin, je veux pas rentrer là-dedans, peu importe. Mais depuis... alors, il y a eu les mères lyonnaises, si vous voulez, qui ont vraiment laissé leur passage dans la gastronomie française, mais je crois que si on remonte à Vatel, par exemple, qui était le cuisinier de Louis XIV, je ne voudrais pas me tromper, enfin bon, qui est un très ancien cuisinier. Je veux dire, même à cette époque-là, dans les cuisines, il n'y avait que des hommes. Jusque dans les années, on va dire, 80, les brigades étaient composées que d'hommes. Voilà, pendant plusieurs siècles. Et mis à part donc ces femmes lyonnaises qui travaillaient un peu comme moi j'ai pu travailler, quoi, dans des petites structures, mais qui, comme la mère Brasier, a eu 3 étoiles à 2 restaurants quand même, dans les années 30-50 par là. Après, je crois que, si vous voulez, à cette époque-là, donc si on remonte au 19e siècle, début 20e, c'était physique la cuisine. Les fourneaux étaient à bois, charbon, il fallait les remplir, c'était des grosses marmites. On pouvait comprendre qu'il fallait peut-être la puissance d'un homme pour travailler. Maintenant, on est rentré dans quelque chose depuis ces 20 dernières années, dans une cuisine où il y a une autre sensibilité. Je crois que ceux qui ont fait rentrer cette sensibilité dans les cuisines, c'est des gens comme justement Michel Brasse, Guérard, Gagnère, une cuisine plus féminine, qui ont fait rentrer, qui ont apporté une autre notion à la cuisine. Et du coup, avec le dressage à l'assiette aussi, tout le matériel de la cuisine qui s'est amélioré. On n'a plus un fourneau à charbon maintenant dans les cuisines. On travaille essentiellement à l'électricité, à l'induction, donc c'est moins pénible. On travaille plus des petites portions, peut-être aussi. Et du coup, la femme a davantage trouvé sa place. Après, il faut quand même faire preuve de
beaucoup de persévérance pour réussir quand même dans ce métier, parce que ça reste quand même un milieu où il y a quand même beaucoup d'hommes encore. Et il faut trouver sa place. Il faut vraiment s'imposer par son travail et se faire admettre. Mais je crois que c'est une évolution comme il peut y en avoir dans d'autres métiers. Et celles qui ont vraiment envie de réussir dans ce métier vont y arriver. Voilà, alors actuellement, il y en a que 15 ou 20, oui, qui ont une étoile au Michelin, mais il y en a beaucoup qui ont leur propre restaurant sans être étoilés et qui réussissent très bien. Voilà. Est-ce que vous, c'est la force des modèles qu'ont été votre maman et votre grand-mère avant vous qui ont fait que vous vous êtes peut-être jamais posé la question que d'être une femme chef à la tête de son restaurant et puis en avant... Je ne me suis jamais posé la question. Le seul moment où je me la suis posée, c'est quand j'étais à l'école hôtelière, où on m'a déconseillé de suivre cette voie parce que j'aurais du mal à avoir des entreprises qui voudraient m'employer. Mais on était quand même à la fin des années 70, début des années 80. Après, moi, je savais que je n'allais pas travailler longtemps chez les autres, donc je ne les embêterais pas. Je savais que j'allais revenir ici avec ma maman et donc c'était pas un problème pour moi. Mais je sais pertinemment les problèmes que peuvent rencontrer les filles dans les grosses brigades. Il faut vraiment faut faire preuve de persévérance, de montrer qu'on est au moins aussi bonne que les garçons et pour le prouver sur le terrain, quoi. Aujourd'hui, c'est votre fils qui est sur les rails pour peut-être prendre la suite. Voilà, il est sur les rails, c'est tout pour moi. Ouais. Comme moi, il est très accroché à Belcastel et je crois que mon histoire l'a beaucoup inspiré, influencé. Et donc, oui, son souhait, c'est de revenir ici à Belcastel. Après, je ne sais pas s'il fera la même chose que moi. C'est encore trop tôt pour le dire. Comme moi, je n'ai pas fait la même cuisine je n'ai pas eu le même restaurant que mes parents ou mes grands-parents. Il écrira une nouvelle page. Il faut qu'il invente son propre modèle. Ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être une autre question, Nicole, par rapport à ce que représente le Michelin et donc la gastronomie dans laquelle vous évoluez. L'un de vos premiers apprentis, donc Cyril Lignac, qui aujourd'hui démocratise la technique culinaire, je ne sais pas si on peut parler comme ça, à la télé, devant un grand public et encore plus depuis le Covid. Quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces émissions de télé qui contribuent à faire connaître votre travail ? De toute façon, je crois qu'on peut que se réjouir que depuis 10-20 ans, à la télé, il y ait beaucoup d'émissions culinaires. Je veux dire, qui sont très suivies en plus. L'émission à Cyril, c'est vraiment pour la ménagère, apporter des idées à partir d'une recette simple. Voilà, ça donne des idées. Voilà, mais Cyril a fait un travail énorme à la télé, quoi. Enfin, je ne sais pas parce que ça a été mon ancien apprenti, mais c'est énorme ce qu'il a pu faire pour la cuisine. Il est le cuisinier préféré des Français, c'est évident, alors qu'il n'a pas 3 étoiles au Michelin. Je crois que la haute gastronomie, si vous voulez, ça reste quand même un peu comme l'opéra. C'est réservé quand même à une certaine élite, on peut dire. Et toutes ces émissions à la télé démocratisent la cuisine, et c'est à mieux. Après, il y a des émissions comme Top Chef, où les gens qui s'y présentent sont maintenant quand même des cuisiniers avertis. C'est déjà des gens qui ont une trentaine d'années, qui maîtrisent ce qu'ils font et qui, pour eux, se servent de ce concours, si on peut dire, pour être connus et éventuellement évoluer vers tout ce qui peut être reconnaissance, comme le guide Michelin. Après, le guide Michelin, c'est une reconnaissance, c'est la cerise sur le gâteau, comme je dis souvent. C'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Moi, ce qui m'importe, c'est de satisfaire nos clients au jour le jour. Et après, si le Michelin vous récompense d'une étoile, c'est tant mieux. Mais il y a un tas de restaurants qui n'ont pas d'étoile Michelin et qui tournent super bien. Il y a 30, 50 ans, avoir une étoile Michelin, c'était vraiment... Les gens arrivaient avec le guide, le posaient sur la table et vous montraient que s'ils étaient là, ils étaient venus. Maintenant, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Il y a une autre communication. Les gens, quand ils sortent, ils laissent un avis, positif, négatif, vous ne savez pas pourquoi. Enfin, des fois, c'est bizarre même. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. Je crois que les gens, actuellement, un touriste qui viendrait dans l'Aveyron interrogera plus quelqu'un, un commerçant du coin, pour savoir où c'est qu'il pourrait aller manger, ou regardera les avis sur TripAdvisor, plutôt que d'aller acheter le guide Michelin. Enfin, il y en a encore, mais voilà, je crois que notre métier est en train d'évoluer aussi. Mais ça n'enlève rien au prestige du guide Michelin. Pour un cuisinier, avoir une étoile, c'est toujours une récompense suprême, quand même. Bien sûr. Vous parliez des réseaux sociaux. Vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux à montrer particulièrement les coulisses de vos cuisines.
Oui, alors pour moi, je suis beaucoup oui, je trouve que c'est faire voir notre vie. Alors moi, ma vie, eh beh, c'est Bellecastel, ça je crois que tout le monde l'a compris, c'est la cuisine donc voilà, c'est montrer, notre personnel qui est si important à la bonne marche de l'établissement. C'est montrer des fois des petites astuces, c'est des éléments de cuisine, c'est ce que je trouve de bien aux réseaux sociaux. Après moi, j'irai jamais polémiquer sur quelque chose, voilà. Je montre ma vie sage de Bellecastel, on va dire. Ils servent à ça aussi, les réseaux sociaux. Il n'y a pas Oui. pas Ouais, que du après je ne suis mauvais. pas pour polémiquer ou pour créer des problèmes. A priori, il y a pas Je suis besoin. quelqu'un de pacifiste. Et là, pendant le Covid, d'ailleurs, vous avez fait sortir votre cuisine du restaurant. Vous aviez lancé des petits paniers pique-nique que les gens pouvaient retirer et aller manger dans Bellecastel. Ouais, alors là aussi, pour garder un lien avec toute l'équipe, parce que je crois que c'était important, donc, et puis garder un lien avec nos clients tout court, on a conservé les week-ends principalement. Donc, on faisait des plats emportés. Et c'était au premier confinement, au mois de mai, je me souviens, il faisait très beau. J'ai dit, mais les gens, ils n'ont pas envie d'être chez eux. J'ai dit, ça serait sympa de pouvoir proposer des pique-niques. Donc, oui, sur un week-end, on avait proposé un panier pique-nique à déguster sur la place, en face, sur la berge. Voilà, ouais. Mais ça a été cette période de Covid, qui a été vraiment un problème pour le monde entier, mais ça n'a pas été forcément négatif à tous les points. Ça a été, on vit à fond dans notre restaurant. Depuis 30 ans, je vis pour le restaurant, même si c'est pas du tout une charge. Mais à quelque part, c'est partie intégrante de ma vie. Et là, pendant notamment le deuxième confinement, ces 7 mois, on a, on a pensé autrement que restaurant. Enfin, on a connu notre vie. Et beaucoup de mes collègues pensent la même chose que moi. On a retrouvé une vie de famille, ne pas penser tout le temps chercher des nouvelles recettes, ne pas se soucier. Voilà, on a pensé autre chose. Et je trouvais ça, à quelque part, merveilleux. Je ne parle pas du point de vue Sanitaire. comptable, je vais dire, et sanitaire. Voilà. Mm. Je parlais de ma propre vie à Bellecastel, où c'était une belle parenthèse, je vais dire. Voilà. Après, je ne souhaite pas que le Covid revienne et qu'on referme à nouveau. Hein. Voilà. Si j'avais été enfermée dans un appartement à Paris, je n'aurais certainement pas vu les choses de la même manière. Nicole, on arrive au bout de l'entretien et moi, j'ai ma petite Madeleine de Proust. C'est une question, c'est en quoi est-ce que vous croyez? Je crois aux gens, à ma famille déjà. Enfin, quand vous me posez cette question, c'est à des gens. Je crois à l'importance des relations qu'on peut avoir avec les autres et à ma famille principalement. C'est les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire ma soeur, mon mari, les plus proches, mon fils. C'est mon monde. C'était ma maman qui est décédée à l'automne dernier. Ça, c'est des vrais conseillers. C'est vraiment les gens qui m'ont porté, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui et qui m'aident toujours. Alors, c'est pas toujours dans le positif. Hein. Des fois, ça peut être, je ne vais pas dire, on ne vit pas au pays des bisounours chez nous, mais c'est ceux sur qui je peux toujours compter. Je crois beaucoup en eux. Voilà. Je ne sais pas s'il fallait que je réponde à autre chose. Ah non, c'est parfait. C'est rigolo parce que l'autre cuisinier que j'ai déjà eu dans le Finta, qui était Sébastien Gache à Ségur, m'a fait à peu près la même réponse à cette question. Il m'a répondu la famille aussi, son épouse et ses enfants, qu'avec eux, il pourrait aller au bout du monde. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment vrai. C'était vrai aussi pour ma maman qui m'a toujours encouragée, alors qu'elle ne devait pas penser toujours comme moi, mais bon, elle me faisait confiance. J'ai même de l'émotion. Oui. Après, je suis quelqu'un à fleur de peau aussi. Et c'est ça aussi, la sensibilité en cuisine, si vous voulez, c'est arriver, si vous êtes fermé, je ne sais pas si on peut arriver à faire de la bonne cuisine, on ferait une cuisine mécanique. Il faut avoir quelque chose en soi à donner aux autres. Être vraiment, ben voilà, fleur de peau, hypersensible. Ça n'a pas que du positif, hein, d'être hypersensible, mais je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les artistes, quoi. Hein. Ouais. Même, je pense des fois aux très grands artistes.
Des gens comme Van Gogh qui étaient... Mais je crois que c'était ce qui leur permettait d'être créatifs, quoi. Ouais, on a souvent des destins un peu torturés chez les artistes. Ouais, torturés, voilà, c'est ça. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un de torturé. Enfin, je n'ai rien à voir avec Van Gogh, bien évidemment. Mais souvent, je pense à lui, je me dis, le pauvre, il avait des périodes comme ça où il arrivait à sortir des super trucs et puis à côté, il n'était pas bien, quoi. C'est un peu habité. Mais il y en a d'autres comme ça. Je pense à Renaud aussi, que j'aime beaucoup, qui est capable du meilleur et du pire, quoi. Il souffre, ce garçon. Il y a beaucoup d'artistes. Enfin, si on regarde, il y en a beaucoup des artistes. De nos plus proches, c'est Bernard Loiseau aussi, le chef cuisinier qui s'est suicidé parce qu'il pensait qu'il était plus bon, quoi. C'est dingue, quoi. Bipolaire. Vous, c'est justement parce que votre famille, parce que ce soutien que vous avez tenu le choc, parce que j'imagine que c'est difficile aussi d'être projeté sur le devant de la scène avec votre nom, prénom. Vous prenez tous les projecteurs quand votre équipe peut être un peu dans votre ombre. Il y a quelque chose à gérer au niveau personnel? Non, je crois que c'est là où je suis contente, si vous voulez, d'habiter à Belcastel, parce qu'ici, tout est calme. Si vous voulez, je vais dans les bois et je suis rassurée à quelque part. J'aurais pas envie d'être à la place de Cyril, par exemple. Enfin, je parle de lui parce que c'est celui que je connais bien. Je veux dire, c'est un perpétuel mouvement, quoi. Je ne sais pas s'il a beaucoup de temps à lui pour se recentrer. Des fois, j'y pense, je dis peut-être tout ce qu'il doit avoir à résoudre tous les jours. Je ne lui envie pas cette vie à cause de ça. Moi, quand j'ai un problème, je pars dans les bois et déjà, ça va mieux. Alors, je n'ai pas résolu forcément le problème, mais bon, je suis mieux. Bah écoutez, Nicole, merci beaucoup de Voilà. nous avoir Bon, j'espère reçus. que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, je ne sais pas, mais Ce que je pense. ce que vous pensez. Quand on arrive comme ça au terme de sa carrière professionnelle, je trouve que on analyse un petit peu toute sa vie. Et on a la possibilité de l'analyser à quelque part vis-à-vis aussi du vécu des autres et tout, de ce qui a pu se faire. Et je vois bien, enfin, j'ai l'impression que de pouvoir avoir d'abord des bases solides que vous donne une famille au départ, ça c'est un cadre, ça c'est énorme. C'est comme une boîte, si vous voulez, qui vous permet de bien évoluer, de suivre un bon chemin, quoi. Enfin, j'ai cette impression, quoi. Voilà. Qui vous sécurise. Ouais, qui sécurise. Moi, je crois beaucoup en ça, donc aux proches, mais aux lieux énormément. Le fait de pouvoir s'ancrer quelque part, moi, j'y crois beaucoup. Et après, en des modèles, est-ce que vous en avez eu des modèles, vous? Je pense que c'est la famille Brasse aussi. Enfin, c'est sûr que oui. Après, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé et qui m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, si vous voulez, j'ai fait l'école hôtelière, je suis revenue ici, ma mère elle faisait une cuisine campagnarde, on va dire. Enfin, et le fait de lire les nouveaux chefs qui arrivaient, si vous voulez, ça m'a aidé quand même. Les livres de cuisine des gens comme Gagnère, comme Brasse, qui c'est qu'il y avait à l'époque, m'ont aidé à faire évoluer ma cuisine aussi, parce qu'il fallait arriver à faire un lien entre la cuisine écolière, qui est la cuisine d'Escoffier à l'époque, la cuisine à maman qui est cuisine campagnarde, et puis la cuisine qui arrivait dans ces années 80, qui était une nouvelle cuisine, enfin ce qu'on appelait une nouvelle cuisine, mais il y avait quelque chose où déjà on intégrait beaucoup plus les saisons, on intégrait les légumes, tout ça. Il y avait le titre de livre qui s'appelait « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». C'est de Alain Chapelle, à Mionnay, qui avait 3 étoiles, qui racontait un petit peu comment il voyait la cuisine. Et il expliquait que suivant qu'on était jeune ou vieux, qu'on habitait au bord de la mer ou en montagne, qu'on avait vécu dans une ferme ou à la ville, on ne pouvait pas avoir la même sensibilité à la cuisine. Et ça m'a énormément aidé. Et tout le temps, j'y pense à ce livre. Et c'est vrai que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Des fois, je dis, oh, j'aimerais bien avoir vos recettes, mais des fois, j'ai envie de dire, mais vous ne savez pas ma sensibilité, et ça, je ne pourrais jamais vous la donner. Donc, vous avez picoré des inspirations. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on se construit aussi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ma vie, mon œuvre. Merci beaucoup. Ouais. Enfin bon, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait maintenant. Mais j'aimerais faire une bonne transmission. Ça va être l'objectif de ces prochaines années. C'est un bel objectif. C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des Pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classiques. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.